kani hasote yamma baygar jille danuro ibireno nga kafurku belyara gatalka oyo baga. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, le journal de Radio Clédou est sponsorisé par la Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, nous sommes lundi, 30 septembre de l'an 2019, 7h02 en temps universel. Agréable journée à vous, très bon réveil et surtout belle semaine à tous les Maliens. Voici le journal, une présentation de Harouna Tidjaniba. Harouna, bonjour, bienvenue et bonne semaine. Merci Abdoulandan. Suite à l'explosion du camion citerne à Bamako, des responsables font de nouvelles propositions de circulation de ces engins gros porteurs. Vous aurez les détails dans ces journaux. Mobilisation contre la rage, la journée contre cette zoonose est célébrée chaque 28 septembre. C'est à la fois une journée de sensibilisation, mais aussi d'action à travers des vaccinations gratuites. On en parle dans ces journaux. Fin du Philippe 2019 à Ouagadougou, Serge Daniel remporte le gros lot avec le prix Norbert Zongo du meilleur journaliste africain d'investigation, mais aussi du prix Segbo d'or. Ce sont les titres de ce journal. Bienvenue à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces journaux. Plus de 70 victimes, dont 15 morts, 15 pertes en vie humaine annoncées suite à l'explosion du camion citerne à Bamako. Les responsables de la direction de la régulation de la circulation et des transports urbains de Bamako proposent de nouvelles dispositions pour réglementer les stationnements et la circulation des camions citernes. La réglementation en vigueur ne prend pas en compte les cas de citernes. Kassim Traoré. Dès l'annonce de l'explosion accidentelle d'un camion-citerne à Bamako, certains blessés ont été évacués au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré pour les soins. Professeur Mounirou Babi, directeur général de l'hôpital Gabriel Touré. Fort malheureusement, c'est avec le cœur serré, avec beaucoup de peine que je vous dis que le bilan a été revu à la hausse, parce que pour ce qui concerne l'ensemble des victimes, nous sommes autour de 58 victimes aujourd'hui, dont malheureusement 15 décès. Donc 15 décès ont pris le tout-puissant Allah pour que on ne revive plus des scènes aussi macabres dans notre pays. Les usagers de la route dénoncent aujourd'hui le manque de fermeté de l'État malien. La disposition existait pour les gros camions n'étaient autorisés à circuler à Bamako qu'à partir de minuit au matin. Pendant la journée, les gros porteurs là, ça cause d'énormes problèmes. L'événement qui s'est produit tout juste, ça c'est un exemple palpable. Donc si vraiment il y a lieu à ce que ces choses-là soient arrêtées, je pense que c'est le bienvenu. Et notre faiblesse c'est quoi? On décrète, il n'y a pas de suivi. Ou bien quand on prend une loi tout de suite, la promulgation pose problème. Il faudrait qu'elle soit forte dans sa décision. Gros porteur qui sera pris dans la ville la journée doit être sanctionné pour servir de leçon aux autres. Et pourtant, il existe déjà un arrêté portant réglementation de la circulation du stationnement des gros porteurs dans le district de Bamako. Mais cette décision n'a pas pris en compte les cas spécifiques des citernes. Djibril Sidibé, directeur de la régulation et de la circulation urbaine. Il est possible qu'on puisse intégrer ces catégories d'usagers dans l'arrêté qui réglemente les gros porteurs, ou bien en tout cas qu'on puisse trouver un moyen de réglementer la circulation des citernes dans la ville de Bamako, que ce soit à travers cet arrêté ou un autre acte, compte tenu de la sensibilité et de la délicatesse des produits qu'ils transportent. Les transporteurs préconisent la création d'un espace de stationnement pour les citernes et autres véhicules qui transportent les hydrocarbures. Youssouf Traoré, président du Conseil malien des transporteurs routiers. Vous voyez comment les citernes sont garées, il n'y a même pas de parking de stationnement à l'intérieur de Bamako. C'est vraiment regrettable. C'est ce qu'on a dit. Il faut trouver un espace, aménager cet espace-là uniquement pour recevoir les citernes. Et le transvasement des citernes doit se faire dans un lieu sûr et précis avec la sécurité requise. Je pense que l'autorité doit avoir un regard sur cette question. En entendant ces nouvelles mesures, les populations interpellent l'État à s'assumer. Les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 demandent l'exécution du procès verbal de conciliation signé le 18 mai 2019 entre eux et le gouvernement. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse tenue samedi à la maison de l'enseignant. Pour le moment, aucun préavis de grève n'a été déposé par le groupement syndical. On écoute le porte-parole Adama Fomba au micro de Tchenyari.
pour informer l'opinion nationale et internationale de deux situations majeures, notamment les accords non appliqués, bien sûr les accords de procès verbal signés entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation scientifique le 15 octobre et le 18 mai 2018. Il y a ces accords aujourd'hui qui ne sont pas appliqués, alors que c'était convenu entre nous que certains de ces accords-là devraient être appliqués dans un délai de 3 mois. Et aujourd'hui, nous sommes à 5 mois de la signature du procès verbal de conciliation. Donc nous ne pouvons pas comprendre que ces accords-là traînent à présent, alors que tous les acteurs sont du Mali et la résolution, bien sûr, de ces accords, la mise en œuvre de ces accords-là ne dépendent que des Maliens et que des autorités maliennes. Donc vraiment, nous sommes surpris et nous sommes dépassés et vraiment nous ne savons pas comment qualifier la situation, mais nous pensons que le gouvernement doit se ressaisir. Le Premier ministre et son équipe doivent vraiment se ressaisir pour aller à la mise en œuvre stricte, bien sûr, de ce procès verbal de création. Et aussi le second aspect, bien sûr, c'est la prise en charge, bien sûr, des enseignants, et bien sûr, de l'augmentation accordée, et bien sûr, à l'UNTM. Vu le comportement du Premier ministre et les membres de son gouvernement, rien n'est à exclure. Même plus pire que l'année dernière n'est pas à exclure. Adama Fomba, porte-parole des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre 2016. On change de décor, le monde se mobilise pour éradiquer la rage à l'horizon 2030. La journée mondiale contre ces fléaux est célébrée chaque 28 septembre. Ici au Mali, le ton de la célébration a été donné samedi par Madame le ministre en charge de l'élevage et de la pêche, Kane Rokia Magiraga. C'était à la Direction nationale des services vétérinaires, suivant ces reportages commentés par Bibata Mamoutouri. Sauvons des vies humaines en vaccinant nos chiens et chats contre la rage. Une phrase qu'on pouvait lire sur les banderoles attachées sur le site de la célébration. Une façon pour attirer l'attention des propriétaires des chiens et des chats pour la vaccination de leurs animaux. La rage est l'une des zoonoses les plus meurtrières. Chaque année, elle tue près de 59 000 personnes, majoritairement des enfants dans les pays en développement. Dans son discours, Madame le ministre a insisté sur le facteur prévention qui coûte moins cher que la prise en charge d'une personne mordue. Kane Rokia Magiraga. Le prix d'une dose de vaccin anti-arabique pour les carnivores est de 1 500 francs CFA, tandis que le coût de la prise en charge d'une personne mordue en vaccination est de 54 350 francs CFA. La rage peut être évitée en vaccinant régulièrement les chiens et les chats. La personne mordue par un chien doit se rendre immédiatement dans un centre de santé pour sa prise en charge. Le chien mordeur doit être amené au service vétérinaire le plus proche pour sa mise en observation. La journée mondiale de la lutte contre la rage est une journée d'action et de sensibilisation. Des vaccinations gratuites sont organisées dans les différents services vétérinaires du pays pour permettre à un grand nombre de propriétaires de chiens et de chats de faire vacciner leurs animaux. La journée mondiale contre la rage a été instituée il y a 13 ans à travers une alliance tripartite entre l'Organisation mondiale de la santé animale, l'Organisation mondiale de la santé et enfin le Fonds des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Beaucoup de femmes vivent aujourd'hui sous le poids des violences basées sur le genre. Selon certains observateurs, elles constituent une privation à la liberté et aux droits humains les plus essentiels pour tout individu. Le projet pilote Akeo Sabatili a été lancé ce week-end pour assurer la prise en charge des victimes des VBG dans les maisons de la femme des deux rives du district de Bamako. On écoute Diko Bouidialo, présidente du projet. Elle est au micro de Mafifa Menounaou. Dès l'âge de 15 ans, près de 4 femmes sur 10, soit 38%, ont subi des violences physiques exercées par leur mari, soit 65%. La mère ou la femme du père, 20%. Le père ou le mari de la mère, 14%, et ou le frère ou la sœur, soit 15%. Plus d'une femme de 15 à 45 ans sur 10, soit 13%, a déclaré avoir été victime de violences sexuelles à un moment de leur vie. Parmi les femmes qui ont déjà été en union, 44% ont subi des violences sexuelles ou émotionnelles de la part de leur mari actuel ou du plus récent. Un quart des femmes ont été physiquement blessées à la suite des violences conjugales au cours des 2 derniers mois. Récemment, pour noircir davantage le tableau, des cas de violence souvent conjugales avec coup de blessures, usage d'armes,
viols collectifs se sont produits précisément dans le district de Bamako. Le lancement officiel de Hakem Sabatili a été l'occasion d'attirer l'attention des autorités politiques et religieuses sur la responsabilité de tous dans la lutte contre le phénomène grandissant des violences basées sur le genre, de mettre à profit les maisons de la femme dans le district de Bamako et les chefs-lieux de région ainsi que les centres d'autopromotion pour accueillir, orienter et prendre en charge les victimes de violences basées sur le genre. Ceci pour faciliter une prise en charge de proximité de manière holistique et efficace des victimes. 50 pieds d'arbres plantés ce week-end dans les camps de la garde nationale à Tomikorobougou. Cette action vise à accompagner les forces de l'ordre pour contribuer à la protection de la ville de Bamako contre la pollution de l'air et faire de Bamako la ville coquette. La journée est organisée par la société de transformation des déchets Katoura International en collaboration avec la Brigade Verte. On écoute respectivement Soulaka Mousso Konati, promotrice des Katoura International et générale des brigades Wawu Kone au micro d'Astan Diawara. La présente activité visant à accompagner les politiques de reboisement et de lutte contre la désertification. La Fondation Katoura désire accompagner nos forces de sécurité et de défense. C'est en ce sens que nous désirons mettre à la disposition du camp de la garde nationale ici à Tomikorobougou un jardin à partir des produits recyclages sortis de notre usine de valorisation. Cette action qui se fera avec l'appui de nos différents partenaires sera multipliée dans tous les camps de la garde nationale sur l'étendue du territoire. Planter, c'est bien, mais suivre, accompagner et voir grandir, c'est encore mieux. L'arbre, c'est la vie, dit-on, symbole de la renaissance de l'espoir. Et c'est en ce sens que par le geste d'aujourd'hui, nous désirons planter symboliquement la paix dans le cœur de chaque Malien, de chaque Malienne, afin que, peuple uni, nous marchions vers un seul but, nourri par la foi d'un lendemain meilleur. La garde nationale du Mali entend contribuer aux actions de développement économique, social et culturel. Planter un arbre, c'est bien contribuer à la mise en œuvre de la politique de protection de l'environnement. L'arbre tient une place importante dans la vie du soldat en campagne. Il lui permet de se déplacer, de se poster, d'observer sans être vu par un ennemi. J'invite donc chaque garde à entretenir son arbre comme il entretient son arbre. Madame, souffrez que je vous dise merci. Vive la garde nationale du Mali, vive la paix. En l'instant, la promotrice Soulaka Mousso Konate, promotrice des Katoura International et le général des brigades Wawu Kone, des propos recueillis par Astan Diawara. Sur un autre sujet, mission d'information du comité exécutif de l'ADEMA PASJ, il a tenu samedi une conférence débat au carrefour des jeunes de Bamako. Les femmes étaient fortement représentées pour montrer leur enthousiasme dans les partis. Elles se disent prêtes pour le congrès à venir qui concerne les femmes et la jeunesse. Touré Mariam Diallo, présidente du mouvement des femmes de la section 3 du parti ADEMA PASJ, des propos recueillis par Emma Fifamenounan. Nous avons reçu une délégation du CE pour faire le bilan du parti au niveau de la section 3. Le mouvement des femmes, c'est un mouvement, même si ce n'est pas le point de vue de beaucoup de politiciens, c'est nécessaire aussi d'organiser les femmes. Si ça doit passer par une organisation de ce genre, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Ça permet de mobiliser le maximum de femmes. Les femmes ont un rôle à jouer. Les renouvellements au niveau des sections se sont déroulés de façon consensuelle. Nous devons aller en congrès. Le souhait, c'est d'aller à un congrès apaisé pour l'unité du parti. Les préoccupations, c'est les préoccupations de tous les Maliens. Si nous ne sommes pas capables d'assurer cette mission convenablement, de jouer ce rôle, je pense que nous n'avons pas de raison d'être. Notre fonds de commerce, c'est relever les défis, faire face aux préoccupations de la population. Le bureau a été renouvelé de façon consensuelle et nous sommes prêts pour aller au congrès. Touré Mariam Diallo, présidente du mouvement des femmes de la section 3 du parti ADEMA PASJ, contribue à l'instauration d'un cadre de dialogue participatif entre acteurs majeurs de la vie de la nation. C'est l'objet d'une causerie débat organisée ce week-end à Kati par le groupe de recherche et d'action aux collectivités territoriales. Les défis du dialogue national inclusif ont dominé les échanges selon les panélistes. Le dialogue national inclusif est la seule voie et moyen de sortie définitive de la crise multidimensionnelle qui vit le Mali depuis 2012. Souleymane D, initiateur de la rencontre, il s'exprime au micro d'Astan Diawara.
C'était très important pour nous d'initier cette activité parce que vous savez que depuis qu'on a commencé ce dialogue national inclusif, nous nous sommes rendus compte que tous les Maliens ne sont pas intéressés et tous les Maliens ne sont pas consultés ni concertés. Et nous nous sommes dit que les vrais acteurs de ce pays sont ceux qui sont dans les champs, ceux qui sont au marché et bref, la communauté rurale. Et tout se décide à Bamako la plupart du temps. On fait beaucoup de forats à Bamako et pour parler des questions essentielles du Mali, mais la plupart du temps, on ne touche pas le Malien lambda, le vrai Malien qui se trouve bien sûr au niveau rural et qui a son mot à dire par rapport à la gestion du pays. Et c'est pour cette raison que nous avons initié cette première rencontre ici à Kati pour que le Malien lambda, le Malien de carrément, qu'on peut dire, pas de la rue, mais le Malien qui n'est pas associé à la prise de décision, bien sûr, puisse donner son point de vue. C'est le but réel pour que tous les Maliens, maintenant, on quitte l'élite, il faut descendre au niveau de la base et c'est à ce niveau seulement qu'on peut trouver les vraies solutions. Nous sommes très satisfaits parce que non seulement les décideurs de ce pays sont venus à notre rencontre, mais aussi et surtout les imams de Kati, les chefs de quartier de Kati, la société civile, les forces de l'ordre, tout le monde a fait le déplacement de la jeunesse pour venir au moins dire ce qu'ils pensent de cette approche. Je pense que c'est un lieu pour se faire entendre et nous sommes très satisfaits aussi de cette manifestation de la population de Kati. Sans transition, direction Ouagadougou, les rideaux sont tombés samedi sur les activités de la 8e édition du FILEP 2019. Serge Daniel a remporté le prix Norbert Zongo du meilleur journaliste africain d'investigation. Il est aussi lauréat du prix Segbou d'Or, la plus prestigieuse récompense du FILEP. Serge Daniel nous a livré ses impressions. Je crois que c'est le métier qui est récompensé, ce n'est pas moi. Je vous le dis modestement, moi ça me fait 27 ans de métier, bientôt 30 ans. C'est le prix qui me fait le plus chaud au cœur, d'abord parce qu'il symbolise le courage d'un homme, c'est-à-dire Norbert Zongo, ça c'est très important. De l'autre côté, c'est quand même un millier de journalistes, parmi un millier de journalistes qu'on choisit. L'autre chose, c'est que le Sahel est quand même un carreau de feu placé dans le ventre du monde. Il y a le thème, le sujet, donc c'est une enquête de plusieurs années que j'ai résumée en 10 pages, si vous voulez. Si vous permettez, et je suis vraiment heureux. Mais je suis heureux, c'est pas parce que je suis le meilleur, je le dis, je vous préviens, je suis pas un homme modeste, mais je suis pas le meilleur, je suis plutôt le plus chanceux, parce qu'il y avait d'autres œuvres qui sont très importantes. J'ai travaillé sur ce sujet depuis plusieurs années avec Issel Mon qui est ici, qui est un ami, un confrère que je respecte beaucoup. Je suis content, je ne vais pas faire la fine bouche, et puis je vous remercie d'être là. En l'instant, Serge Daniel, journaliste, dans la foulée, Kassim Traoré s'est entretenu avec notre confrère Isselmou Sahi de la Mauritanie. Il nous parle notamment de la situation sécuritaire au Sahel. C'est la page invitée de ce journal. Je pense que c'était une excellente occasion pour discuter de l'ensemble des problèmes de la presse d'une manière générale, mais aussi des problèmes de notre continent et de notre sous-région. Le fidèle est ainsi consacre ainsi sa réputation d'espace de réflexion panafricaine pour les solutions ou l'identification des solutions aux problèmes que connaît notre continent et que connaît notre sous-région. Faut-il faire? Et sur ce plan, la présentation de Serge Daniel a été vraiment une présentation excellente. Avec Serge, vous avez développé un thème en marge, c'était la rencontre des journalistes d'investigation sur le Sahel. Que peut-on retenir? Nous avons essentiellement partagé nos approches personnelles. Nous avons essayé chacun de nous d'apprendre de l'autre. Nous avons essayé chacun de nous de raconter son expérience propre, des leçons apprises de son expérience personnelle. On a jugé utile qu'il y a aujourd'hui de bonnes approches, de bonnes conduites à tenir, notamment une certaine prudence dans le traitement de l'information émanant des terroristes. Aussi une certaine retenue aussi également par rapport au contenu que nous recevons, qui peuvent avoir une certaine violence, qui peuvent créer une psychose, qui peuvent porter préjudice aux opérations sécuritaires et judiciaires en cours. Mais aussi, nous nous sommes dit que nous ne sommes pas là pour travailler pour des gouvernements, que ce soit très clair. Nous sommes là pour travailler pour nos lecteurs et pour nos opinions publiques respectives. Est-ce que cela est facile dans la mesure où les journalistes s'agrippent très souvent sur ce que les djihadistes et les terroristes donnent comme information, tout en faisant aussi un clin d'œil du côté de l'État? Moi, je crois qu'il faudrait avoir dans le traitement le sens de la mesure. Autant si on peut exploiter l'information émanant de ces réseaux et si on peut avoir des sources au niveau de ces réseaux, c'est pas mal déjà. Mais l'essentiel, c'est de ne pas faire l'apologie et de ne pas justement être un instrument de propagande. Il faut qu'on continue à tenir à cette indépendance-là, qui est notre principale source de crédibilité.
nous n'acceptons pas de nous faire manipuler par les terroristes, mais nous ne sommes pas non plus des porte-voix du gouvernement. Donc nous ne sommes pas là pour masquer leurs échecs, pour masquer leurs errements, pour masquer leurs tâtonnements. À l'instant, Issil Moussahi, journaliste mauritanien, c'était à l'occasion de Philippe 2019. Il est 7h passées de 22 minutes dans notre studio. C'est tout pour cette édition. La première des clés de l'info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation à Runaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan Djiti. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.